Monsieur, cette semaine a aussi été marquée par un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise politique dans la sous-région. La rencontre a eu lieu à Accra. Vendredi dernier, les discussions se sont ouvertes à huis clos entre les chefs d'État. L'institution a maintenu la pression sur la junte au Mali et a demandé à organiser des élections dans les 12 à 16 mois prochains. On voit la précision de Pierre Di-Pomelin et on en parle juste après. Les dirigeants ouest-africains, réunis à nouveau à Accra pour examiner la situation politique au Mali, une semaine après l'échec d'un accord avec la junte sur un calendrier de retour des civils au pouvoir et de levée des sanctions. Par la voix du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, la CEDEAO fait pression pour que les autorités maliennes organisent des élections dans les 12 à 16 mois à venir. Les chefs d'État ont décidé qu'ils sont prêts à prévoir une prolongation de la transition au Mali dans une fourchette de 12 à 16 mois, en plus des 18 mois déjà écoulés. Les chefs d'État présents à ce sommet extraordinaire notent une nette progression en Guinée, mais maintiennent tout de même la pression. Il y a eu plusieurs réunions où la situation en Guinée a été examinée par les autorités. Et en examinant la situation, nous avons pris note du fait qu'il y a eu plusieurs progrès. Dans le sens où, depuis le coup d'État, le président officiel est autorisé à sortir. Par ailleurs, l'organisation ouest-africaine a décidé de sanctionner le Burkina Faso si le pays ne présentait pas de programme acceptable pour la transition. Les autorités demandent que le président Kaboré soit libéré immédiatement et veulent une discussion pour établir avec les autorités de transition du Burkina un calendrier plus court. Encore une fois, il leur donne 1 mois pour obtenir un résultat, soit au 25 avril prochain. Au-delà de cette date, des sanctions économiques et financières pourraient s'appliquer. La CEDEAO avait ordonné en janvier la fermeture des frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional et la suspension des échanges, autres que les produits de première nécessité. Monsieur, la veille de ce sommet de la CEDEAO, une décision de la Cour de justice de l'UEMOA semblait débouter l'organisation sous-régionale. On va réagir déjà sur cette actualité avant de commenter ce sommet de la CEDEAO. Arthur Banga. C'est la preuve de l'indépendance. C'est une défaite pour la CEDEAO? Non, c'est d'abord la preuve de l'indépendance de nos institutions sous-régionales. Indépendance par rapport d'abord à la CEDEAO. Indépendance par rapport à tous les ragots sans fondement qu'on entend sur la France, l'Europe qui dicte des leçons à la CEDEAO. On voit très bien que nos justices, nos institutions sont capables de prendre leurs responsabilités et d'apprécier. Donc voilà. Moi j'ai lu le document. Moi j'aime pas commenter. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Les décisions de justice, j'aime pas les commenter. Je vais rester fidèle à ça. En tant qu'intégrationniste, je pense qu'à partir du moment où la justice internationale se prononce, on doit tenir compte de ça. Visiblement, ce n'était pas le cas. Mais j'insiste sur l'indépendance matérialisée là, de nos institutions judiciaires. Ce n'est pas la première fois que je n'aime pas commenter les décisions de justice, donc je vais rester ferme sur ce... D'accord. Landry ? Pour le juriste que je suis, je ne peux qu'être heureux. Heureux parce que lorsqu'on construit, lorsqu'on croit à la démocratie, quand on croit à la République, à ses valeurs d'indépendance des pouvoirs et de séparation des pouvoirs, lorsqu'on a une pareille décision, et ce n'est pas la première du genre, on ne peut que dire qu'il y a de l'espoir. Parce qu'on veut construire une grande communauté qui se base sur des valeurs fondamentales, où les uns et les autres sont en capacité de s'affranchir du puissant. Lorsqu'un juge décide de pouvoir se prononcer en toute indépendance et avec son intime conviction et que celui-ci prend le contre-pied des décisions politiques, on ne peut que s'en féliciter. Demain, on aura donc une Cour de justice en capacité de pouvoir défendre des citoyens, des individus face à des États. Et pour moi, c'est un commencement encourageant. Pour le reste, dans la capacité de cette institution à la bonne exécution de sa décision, il va falloir bien sûr y travailler. Mais déjà, l'on ne peut que applaudir. Il ne faudrait pas cracher là-dessus ou alors s'en défaire. Bien au contraire, se dire que nous sommes dans une communauté sous-régionale où nous nous donnons les moyens de pouvoir fonctionner de la manière la meilleure possible. Pour le reste, on se donnera les moyens de pouvoir commenter, puisque la réaction de la CEDEAO est de camper sur sa position et de maintenir ferme ses décisions de sanctions suffisamment lourdes. C'est une posture politique afin de pouvoir atteindre un résultat le plus rapidement possible. Mais pour ce qui est de la réaction de notre Cour de justice, on ne peut que s'en féliciter pour le citoyen que je suis, dire qu'il y a de l'espoir pour demain. Guillaume ? Oui, bon, du point de vue donc, du citoyen, effectivement, il faut se réjouir que nos institutions sous-régionales, communautaires, fonctionnent.
Et si la Cour de justice de l'UEMOA a pris cette décision, je me dis qu'elle a motivé, qu'elle a des raisons. Mais ma préoccupation, est-ce que cette décision peut s'imposer à la CEDEAO? D'autant plus que c'est la question principale. Plusieurs pays membres de la CEDEAO ne sont pas membres de l'UEMOA, notamment le puissant Nigeria, le Ghana, etc., qui sont aujourd'hui... Donc moi, la question que je pose, c'est cela. Est-ce qu'une décision de la Cour de justice de l'UEMOA peut s'imposer à la CEDEAO? Je ne suis pas très technique sur ces questions de relations internationales, de relations entre nos institutions communautaires. Mais je dis, si les juges de l'UEMOA montrent cette capacité à pouvoir s'affranchir ou à prendre une décision qui, visiblement, casse une décision des chefs d'État, c'est pour le symbole une bonne chose. Seulement, il faut aussi qu'on ne perde pas de vue l'objectif. Notre sous-région n'a rien à faire avec des putschistes. On s'est beaucoup battu pour la démocratie dans cette sous-région. On a vécu le martyre avec ses pouvoirs dictatoriaux, ses pouvoirs militaires, pour qu'on revienne 30, 40 ans après avec des putschistes qui n'ont rien à proposer au fait. Quand vous voyez le Mali et les chefs d'État... Vous approuvez donc la pression que la CEDEAO met sur le Mali? Moi j'ai toujours été partisan de cette pression. Et je dis, ils sont même gentils. Il y a eu 18 mois. Ils sont même gentils, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? Mais ils auraient pu dire à M. Goïta de quitter, de débarrasser le plancher. Lui accorder 12 à 16 mois, pour moi c'est un peu trop. C'est être laxiste. Le monsieur il a fait 18 mois, il n'a rien fait. Il n'a rien prouvé. Il tourne en rond. Donc il faut que M. Goïta et ses amis comprennent qu'ils n'ont pas leur place au palais de Koulouba et qu'ils doivent débarrasser le plancher. Donc, je dis, il ne faut pas aussi que la décision de l'UEMOA soit interprétée comme un soutien à ces putschistes-là qui, en vérité, mettent notre sous-région en retard. Aujourd'hui, il n'y a pas de relation commerciale correcte entre le Mali et la Côte d'Ivoire, alors que nous avons des économies interdépendantes. Donc, il faut que ces putschistes-là quittent là pour que la vie de nos citoyens de la sous-région puisse reprendre normalement. Docteur Sylvain Nguessan. Bon, moi, j'ai du mal à voir des décisions de l'UEMOA arrimer à des décisions de la CEDEAO, sachant que le Nigeria et le Ghana ne sont pas... Pourquoi est-ce ces pays-là qui poussent les pays membres de l'UEMOA qui sont à la CEDEAO à faire freiner le fonctionnalisme économique de notre Union? Il aurait fallu pour la forme de CEDES 2 réunions. Une réunion de la CEDEAO qui prend ces mesures, une autre réunion des pays de l'UEMOA qui décide de ce qu'il ferait du fonctionnalisme de notre économie. Nous sommes en pleine guerre économique, il ne faut pas croire à ces histoires de démocratie, machin. Si demain, l'UEMOA est dérégulé... Nous, on croit à la démocratie. On y croit. Voilà. Non, on y croit à la démocratie, on y tient. Monsieur, laissez le docteur Sylvain Nguessan terminer. Derrière ces beaux discours qui voudraient faire prévoir la démocratie, il y a une guerre économique qui a lieu. Si demain, l'UEMOA est mal financièrement, ce n'est pas le Nigeria qui va en partir, ce n'est pas le Ghana qui va en partir. C'est nous qui pesons pratiquement 35-40%. C'est la Côte d'Ivoire qui pourrait subir tout ce que le Mali fait. Tout ce qu'on aura suscité économiquement au Mali avec le riz souverain, etc. etc. Alors, moi, j'ai très mal de voir une UEMOA qui obéit aveuglément aux décisions prises par la CEDEAO, où siège le puissant Nigeria, avec son 6% du PIB de l'espace CEDEAO, qui gère sa banque centrale, que le Nigeria gère sa banque centrale, que le Ghana gère sa banque centrale, qu'on laisse les pays de l'UEMOA, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali et autres, on gère nous aussi notre banque centrale. Très bien. J'avais dit sur la question. Franck? Peut-être rapidement pour qu'on comprenne tout ce qui se passe. Les décisions de sanctions de la CEDEAO sur les aspects économiques et financiers se sont appuyées sur la réunion des instances de l'UEMOA. Merci. Dans un premier temps, en disant, nous basons sur ce que l'UEMOA a décidé, nous avalisons toutes ces sanctions économiques et financières, la saisie des comptes du Mali à la BCEAO, ce genre de choses. La CEDEAO, a priori, n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, ils se sont appuyés sur les décisions de l'UEMOA. Donc, aujourd'hui, la décision qui est prise par la Cour de justice de l'UEMOA, normalement, par la liste des formes, devrait pouvoir s'imposer à la CEDEAO, puisqu'elle a fondé sa décision sur une décision antérieure de la Cour de l'UEMOA. On est bien d'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, moi, je suis un peu gêné mais après, je comprends un peu les positions. C'est que la médiocrité est tellement rampante qu'on se satisfait du peu. Parce qu'aujourd'hui, on prend une décision, d'accord, et le lendemain, on dit, cette décision qui a été prise là, à la limite, permettez-moi l'expression, on s'en fout, on continue à mettre la pression. Donc,
à quoi ça sert de prendre une décision si elle ne peut pas être exécutée? Moi, j'ai un problème avec ça. Et comme je dis, comme on a la médiocrité qui est rampante, alors on veut s'en enorgueillir. Moi, je ne veux même pas rentrer là-dedans. L'autre chose qu'il importe de noter, et j'aime bien le propos de Guillaume tout à l'heure qui dit qu'il est d'accord avec les sanctions de la CEDEAO et tout. À un moment donné, l'honnêteté et la probité voudraient que lorsqu'on prend une décision, on s'arrête, on marque un instant et puis on fait un point de la décision. Les sanctions qui ont été prises contre le Mali, quel est le point qu'on fait de ces sanctions aujourd'hui? En quoi est-ce que ça a bougé le curseur pour faire partie les membres de la junte et ainsi de suite, à part faire souffrir les populations? Donc j'aimerais que ce débat-là, honnête, on puisse l'avoir pour dire, ça fait 4 semaines ou 2 mois qu'on a pris des décisions, voilà les avancées par rapport à ces décisions. Parce qu'on a les mêmes acteurs ici en face qui nous avaient prédit que 2 semaines après ces décisions-là, la population allait sortir, le Mali allait péricliter, ce genre de choses. Aujourd'hui, 6 semaines après, on ne voit pas un début d'évolution de ces sanctions-là. Et on n'a pas l'honnêteté de dire qu'on s'est planté à un moment donné. Voilà que... Parce qu'à la limite, j'ai bien envie de dire, à la limite, ces sanctions prises par la CEDEAO sont inefficaces, inopérantes et même pas opérationnelles. C'est votre point de vue. À part faire souffrir les peuples, parce que je ne pense pas que ce qu'on appelle les putschistes aujourd'hui aient été touchés d'une quelconque manière par ces sanctions-là. Très bien. On vous a bien compris, Franck-Stéphane Dédy. Monsieur, je vois que vous bouillonnez, vous voulez réagir, ce sera juste après cette courte pause. Plateau de NCI 360, avant la pause, nous évoquions les sanctions, la pression que la CEDEAO maintient sur la junte au pouvoir au Mali, ainsi que l'ultimatum lancé aux juntes au Burkina Faso et en Guinée. Alors, tout à l'heure, Franck-Stéphane Dédy posait une question de fond. Est-ce que les sanctions annoncées par la CEDEAO depuis janvier-février ont eu un impact sur la junte au pouvoir au Mali? Guillaume Bateau, vous avez la main levée avant même que je ne vous donne la parole, donc allez-y. Oui, d'abord, avant de venir sur le bilan que Franck souhaite, Franck a dit son étonnement que la réunion de la CEDEAO soit tenue et que les chefs d'État n'aient pas tenu compte de la décision de la Cour de justice de l'UEMOA qui était intervenue 1 ou 2 jours auparavant. Je veux faire comprendre que d'abord, cette décision ne concerne que l'UEMOA. Donc la CEDEAO, à la limite, je veux dire, n'a rien à faire. Mais en plus, c'est une décision de justice. Et je pense que, je ne connais pas bien les mécanismes, je pense que les chefs d'État de l'UEMOA qui ont pris la décision sur laquelle s'est appuyée la CEDEAO vont certainement faire appel. Parce que c'est le principe. La Cour a décidé. Si les chefs d'État qui ont pris cette décision pensent que c'est dans le bon droit des populations et des principes de l'UEMOA, elles vont certainement faire appel. Donc, je ne pense pas que la décision soit péremptoire et définitive. Bon, ça, c'est les juristes qui nous expliqueront. Mais je dis, la réunion de la CEDEAO, l'UEMOA n'étant pas, pas réunie encore, il faut attendre que les chefs d'État de l'UEMOA se réunissent, qu'ils évaluent la situation par rapport à cette décision et peut-être décident soit de revenir sur leurs propres sanctions qui ont servi de prétexte à la CEDEAO ou non. Maintenant, sur le bilan, Franck dit que oui, il faut qu'on fasse le bilan. Oui, il faut faire le bilan. Aujourd'hui, si M. Goïta et ses amis reviennent à la table de discussion et proposent maintenant 2 ans au lieu de 5, il y a bien une cause. C'est pas parce qu'ils sont devenus tous adultes des gentils. Pour vous, ces sanctions ont montré leur efficacité. Bien entendu. Et ces sanctions ont pour vocation de mettre la possibilité que la junte n'a rien subi. Je n'en suis pas sûr. Et je dis aussi, il ne faut pas faire croire faut pas croire que cette junte-là, elle représente l'ensemble du peuple malien. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de Maliens. Vous avez vu toute la peine que nous avons eue. L'ancien premier ministre Soumaïla Bouboué Maïga, il est mort en prison. Alors qu'il il est mort dans une clinique. Oui, mais il était déjà escamoté. Non, moi je vous cite. Mon travail de journaliste consiste à relater les faits. Monsieur décédé dans une clinique. Si vous envoyez quelqu'un qui est en train d'agoniser à la clinique, si vous envoyez quelqu'un qui est en train d'agoniser à la clinique, mais il est mort en prison. Moi, je n'ai pas dit plus. Je dis qu'il était en clinique. Oui, je dis, depuis plusieurs mois, les médecins du Premier ministre Soumaïla Bouboué Maïga et des membres de sa famille ont souhaité, avec des preuves à l'appui, qu'il soit évacué. La question a été la junte
a refusé. Mais si vous attendez que quelqu'un, dans ces dernières heures, que vous l'envoyez à la clinique, c'est encore plus grave, c'est un crime, encore plus grave. Donc, il ne faut pas... La junte a produit un communiqué pour dire que depuis 3 mois, me semble-t-il, l'ex-premier ministre malien se trouvait dans cette clinique. L'ex-premier ministre malien souhaitait se faire soigner à l'étranger. On aurait pu lui permettre, ici en Côte d'Ivoire, le ministre Guikaouye, il était en prison. Quand on a eu besoin de se faire évacuer en France, il est parti. Oui. C'est un cas pratique. Donc, il ne faut pas... D'autres ont demandé le dégel de leurs affaires pour se faire soigner, l'ont pas eu. Je parle de vie ou de mort, je parle d'argent. Je parle de vie ou de mort, Certains ont demandé le dégel de leurs affaires pour se faire soigner, l'ont pas eu. S'il vous plaît. Voilà. Donc, docteur Sylvain, merci. Sylvain Guessant, moi, c'est moi qui avais la parole. Oui, terminez et je rapidement. disais que la junte au Mali est illégitime et illégale. Et si il n'y avait pas cette pression de la CEDEAO, ces sanctions, il ne serait pas revenu plus raisonnable pour souhaiter maintenant 2 ans en plus des 18 mois. Donc pour vous, les sanctions ont été efficaces. Ouais. Sylvain Guédé-Debailly. Oui, moi je voudrais revenir à la question centrale que vous avez posée, à savoir la décision de la Cour de justice de l'UEMOA. C'est une bonne décision et c'est une décision qui prouve que nos cours de justice, si elles veulent travailler, elles peuvent bien faire leur travail. Et cette décision rappelle, à mon avis, une autre décision qui avait été prise à l'époque concernant la Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme. Voilà. Maintenant, une chose est de prendre une décision et une autre est de voir l'application de cette décision-là. Bon, ça, c'est aux juristes de débattre de cette question, mais je veux dire que sur cette question, c'est des États africains qui sont désavoués. Et donc, ces États-là devraient, à mon sens, ne serait-ce que de façon morale, revoir les choses, revoir leur position par rapport à ces pays-là. Parce que moi, j'ai toujours parlé de la CEDEAO des peuples. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec nos institutions ouest-africaines-là, on a l'impression qu'il y a un groupe de chefs d'État qui se ligue contre un autre groupe de chefs d'État. Guillaume Bateau parle souvent de jeunes. C'est le mot consacré. C'est pas moi qui ai créé. Oui, des mots consacrés, mais c'est quand même péjoratif pour dire que ceux qui sont là, ceux qui sont au Mali, que moi j'appelle les autorités maliennes, ce sont quand même des gens qui sont là parce que aussi le peuple malien, une bonne frange du peuple malien approuve qu'ils sont... Attention, laissez... Attention, pas été élus, mais il faut faire attention. Il faut aussi respecter la position des peuples. Il faut respecter les peuples africains. Rien ne dit qu'au Mali, ces gens qui sont là ne sont pas pour les Maliens. Donc, je veux dire, ce qui va se passer ici, dans cette décision-là, il faut que les chefs d'État revoient un peu leur positionnement par rapport au Mali. On annonce, on n'a même pas encore fini de régler la question malienne, que déjà on met sur la table la question du Burkina Faso. C'est la même question. Mais moi, je dirais s'il vous plaît, monsieur. Qui trop embrasse mal le train, parce que là où ce que les chefs d'État ne voient pas venir, c'est de voir, comme le disait tout à l'heure Franck, c'est de voir si un jour, ces 3 pays, qui sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, se liguent également pour aller contre la CEDEAO. C'est une hypothèse. C'est la totale. Aujourd'hui, les sanctions, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire? En quoi elles sont efficaces aujourd'hui? La transition est toute trouvée. Le Sénégal en partie. Sylvain Debailly, la transition est toute trouvée. On a M. Diaoro Silla qui nous appelle de Bamako au Mali. Par exemple. Et lui, justement, pour lui, les sanctions n'ont aucun effet sur le Malien lambda. M. Diaoro, bonsoir. Tant mieux. S'il vous plaît, monsieur. Nous allons très bien, monsieur, s'il vous plaît. Nous avons quelqu'un en ligne. On vous écoute, allez-y. Voilà, donc je voulais tout simplement dire que, vu du Mali, sincèrement, nous battons à nos occupations quotidiennes et c'est comme si de rien n'était. D'accord, voilà, donc... on pense que c'est du bluff. Voilà, on nous parle de sanctions. Bon, mais... la vie suit son cours normal. Les sanctions n'ont pas eu un effet sur le pouvoir d'achat des populations, non? Moi, je suis un opérateur économique. Oui. Et sincèrement, vous n'allez pas me croire, on a plus de marché depuis le début des sanctions. Donc, sincèrement, tout se passe, pour être honnête avec vous, tout se passe comme si de rien n'était. Très bien. En tout cas, merci à vous, monsieur Diaoro Silla. Vous nous appelez depuis Bamako. Oui, Arthur, allez-y. Ils ont eu 2 fois la parole. Moi, je reviens à vous tout de suite. D'accord, je pense que M. Silla
M. Sylla va donc contredire la décision de la Cour internationale de justice de l'UEMOA. Parce que c'est en s'appuyant sur la souffrance des peuples que la CIJ de l'UEMOA recommande qu'on suspende les sanctions. C'est même pas par rapport... Après, il faut peut-être relativiser. Un opérateur économique n'a pas la même capacité. Voilà, c'est pour Dans tous les cas, une décision. D'accord, on est bien d'accord. Terminé. C'est pour montrer toutes les limites de... Oui, bien sûr, allez-y, terminé. Mon propos. Mon propos va aller sur deux ou trois choses d'abord. Sylvain Debailly a parlé de CEDEAO des peuples. Mais c'est parce que nous voulons la CEDEAO des peuples que nous punissons les putschistes. Vous dites que ces gars-là, ils sont soutenus par le peuple. Voilà pourquoi il faut aller aux élections. Comme ça, les Maliens vont dire clairement, nous, on soutient cela. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas, la CEDEAO n'impose pas aux Maliens quelque chose. Au contraire, la CEDEAO se bat, et c'est très bien ce qu'elle fait, pour que les Maliens choisissent. Pour ne pas que ce soit les armes qui choisissent. Parce que vous ne comprenez pas, M. Sylvain Guédé, c'est que ceux-là, ils ont commis un putsch. Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été choisis par les Maliens. Ils ont été choisis par la force. Et ça, c'est condamnable. C'est une honte qu'au XXIe siècle, on ait des gens, en plus comme vous, qui soutiennent des régimes qui sortent des armes. Vous devez avoir honte de cette position. Vous devez, la position, je termine. Non, mais c'est grave quand même qu'on soit sur un plateau et que ce monsieur nous dise que... Qu'est-ce que la démocratie a donné au Mali? Il y a eu des élections. Monsieur Banga, je vais revenir. Alors, vous nous ouvrez... Ils veulent normaliser. Nous tous on soutient la démocratie. Il ne faut pas croire qu'il y a une partie qui est... Je vous sais très discipliné, d'ordinaire. Je vais revenir sur terminer rapidement. Après, vous aurez la parole. D'abord, c'est parce qu'on veut la CEDEAO des peuples qu'on est contre les putschistes. C'est parce qu'on aime les peuples qu'on veut que les peuples choisissent leurs gouvernants et que ce ne soient pas des gens qui utilisent l'argent du contribuable pour acheter des armes, pour le retourner s'imposer au pouvoir pendant des années. Les sanctions payent très bien. Si elles ne payaient pas, le régime malien n'allait pas passer de 5 à 4, puis à 2 ans. On essaierait. Ils vont venir aux 16 mois. Aux 16 mois que la CEDEAO demande. Je vais terminer pour dire, oui, si des gens, parce qu'ils sont amoureux des putsch, veulent quitter la CEDEAO, oui, la CEDEAO, c'est des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a la démocratie. Donc ceux qui ne partagent pas nos valeurs peuvent créer leur groupe de putschistes, il n'y a même pas de problème. C'est le non-respect aussi des décisions de justice. S'il vous plaît. Alors, monsieur, merci Arthur. Je vais terminer pour dire qu'on n'a pas peur que 3 pays qui veulent faire du putsch, des coups d'État, la règle d'acquisition de pouvoir, quittent notre intégration. Merci beaucoup, Arthur Banga. Docteur Sylvain Guessant. Docteur Sylvain. Je suis surpris que des gens parlent à la place des institutions. Bref. On est aussi surpris que les gens parlent à la place des peuples. Landry, attention. Sylvain Guessant, allez-y. Je suis surpris que cette CEDEAO bande autant le muscle face au Mali, alors que depuis 2002, il y a les attaques terroristes dans le nord de... Mais est-ce qu'il y a hors sujet? Non, Arthur, vous n'avez pas... de la plaque, hein. Vous n'êtes pas limité de mesure des sujets ou hors sujet. S'il vous plaît, attention, messieurs. Docteur Sylvain Guessant, je réclame le débat. Allez-y, vous comptiez vous exprimer sur l'efficacité de ces sanctions. Depuis 2002, on attendait que cette CEDEAO mette en place un simple état-major pour pouvoir harmoniser la politique de sécurité de son espace. Elle en a été incapable 20 ans plus tard. C'est cette CEDEAO qui retrouve les biceps, qui est en train de se concentrer sur le cas du Mali. Qu'est-ce que la CEDEAO aurait dû faire, selon vous? Les sanctions contre le Mali, les premiers Maliens qui sont contre-productives, selon vous? Bon, contre-productives, je ne sais pas. Mais les premiers citoyens maliens qui vont en pâtir, ce n'est pas l'élite qui est au pouvoir au Mali. Ce n'est pas le Premier ministre, le président Goïta, ce n'est pas le Premier ministre Choguel, ce ne sont pas les membres du gouvernement, du Parlement. Je pense que c'est un modèle classique qui consiste à mettre la pression sur le gouvernement pour que justement dans l'histoire que de la population se retourne contre elle. Depuis ça marche partout. Oui, depuis les années 90, tous ces amarres qui ont été mis sur les pays, soi-disant fermer les frontières, etc., l'histoire a démontré, la leçon qu'on en tire, c'est que le peuple subit, mais l'élite n'en pâtit pas. Ah ouais? Elle n'en pâtit pas. Docteur Arthur Banga, attention, je vous mets un carton rouge si vous reprenez cela. Attention, vous aurez la parole à votre tour tout à l'heure. Terminé. Okay. Donc le citoyen ordinaire, le malien, il va subir, c'est sûr, ces sanctions-là. Mais l'élite, ce n'est pas demain la veille qu'elle va subir ces sanctions. Moi, je ne vois pas vraiment la portée de ces sanctions. Il aurait été intéressant. Encore que le Mali est en train d'organiser, tant bien que mal, sa résistance. Certains avaient dit que fin janvier, les salaires ne seraient pas payés. Nous sommes en fin mars, ça fait quand même 3 mois. Donc, le Mali, selon ce qu'on a lu dans la presse, je n'ai pas visité le Mali depuis lors, les ports de certains pays, 2 pays sont constamment cités, seraient en train de servir de base arrière à la résistance, etc., au Mali. À mon avis, la CEDEAO avait une belle occasion là de pousser un peu plus
ouvrir un peu plus les vannes, négocier, pousser un peu plus flexible. Être plus flexible, voilà, de sorte à ce que l'harmonie puisse revenir dans la sous-région. Le Burkina a 275 000 m², le Mali 1 241 000 m², la Guinée 245 000 m². Ça veut dire 1 700 000 m² qui pourraient échapper à l'espace CEDEAO. Je ne parle pas des seulement aspects économiques, je parle même de la sécurité à l'intérieur. Et la meilleure façon d'aider la CEDEAO, c'était d'être flexible de sorte à ce que ces pays-là ne puissent pas. Je crains que ces 3 blocs puissent s'organiser. Non. La Côte d'Ivoire paie déjà officiellement, je ne parle pas d'attaquer lambda, je ne suis pas monté d'une solution. Pour moi, 200 milliards que la Côte d'Ivoire paie avec le Mali, ça fait déjà beaucoup. Le Burkina, si je mettrais, ça ferait 600 milliards qu'on paye. Ça fait quand même énorme pour la Côte d'Ivoire. Mon avis, je souhaiterais que la CEDEAO puisse devenir un peu plus flexible. Quand les présidents de l'espace UEMOA vont s'organiser, quand ils vont se rencontrer, qu'ils soient un peu plus flexibles au niveau de ces sanctions-là, de sorte à ce que graduellement, peut-être la dernière réunion a échoué, la deuxième, la troisième, quand la quatrième, on puisse parvenir à un certain consensus, de sorte à sortir ces pays-là de cette impasse. Très bien. Franck Stéphane. Oui, merci Ali. Ali, tu as rappelé quelque chose tout à l'heure que je veux reprendre pour bien expliquer, surtout à Guillaume et aux autres pour qu'ils comprennent bien. Le premier élément, c'est que... Vas-y, professeur. Le premier élément, c'est qu'on sort des batteries de sanctions qui marchaient il y a 40 ans, avec un mécanisme bien connu. On met la pression économique et financière en espérant que le peuple se soulève pour faire partir les putschistes. Sauf qu'on est dans une situation où, pour moi, de mon point de vue, la CEDEAO a mal analysé l'état des lieux. Le peuple ne se révolte pas. Les putschistes sont là. Et apparemment, ils semblent porter les aspirations les plus profondes des peuples. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat sur la légitimation ou non des putschs et autres. Une chose est claire, c'est que qu'on ne se le cache pas, qu'on ne se le nie pas, qu'on le veuille ou pas, les putschistes sont aux affaires. Et donc, vous avez posé une question qui est de savoir, dans un tel cas, qu'est-ce que la CEDEAO devrait faire? Et je pense que c'est là où elle se plante, mais royalement. Le premier élément, c'est que tu as parlé de démocratie tout à l'heure. On veut qu'au pouvoir, il y ait des personnes qui sont élues par les peuples. Mais que fait-on lorsque 2 tiers du territoire est aux mains des terroristes et que les populations qui sont dans ces zones-là ne peuvent pas aussi voter? Pourquoi on veut leur retirer leur droit de vote? Alors que dans le moratoire que les éléments de la junte présentent, ils vous disent que nous avons besoin de tel nombre de mois pour que nous puissions nous organiser avec nos partenaires de la sous-région, s'ils le veulent, afin de faire partir les terroristes, afin de libérer les zones qui sont occupées, de sorte qu'on puisse avoir l'entièreté de notre territoire et que les populations puissent voter à tout le monde. Donc je pense que la bonne décision pour la CEDEAO devrait être de dire, OK, voilà ce que vous proposez. Vous pensez qu'en luttant seul, ça va vous prendre 5 ans. Nous, on va mobiliser Ecomog, par exemple, dont on vante les mérites qui datent de la guerre civile au Libéria. Aujourd'hui, on ne sait pas l'état de cette force-là. Donc, la CEDEAO devrait venir de façon collégiale avec les putschistes pour leur dire, vous demandez 5 ans parce que vous pensez lutter seul contre les terroristes. Nous, on vient avec Ecomog. On pense que si on joint nos forces, ça va nous permettre de gagner 1 an ou 2. Parce qu'aujourd'hui, on veut que dans les 3-4 prochains mois, on aille aux élections. Non, et puis dans 12 mois, on aura des morts en cascade dans plusieurs régions du Mali. Et puis un autre groupe de militaires va se lever en disant que nos présidents ne nous donnent pas les moyens d'aller nous battre au front. On va encore renverser et ainsi de suite. Et on est dans ce schéma perpétuel-là qui nous... on confond très souvent vitesse et précipitation. On a bien entendu votre point de vue, Franck Stéphane. Je suis obligé de vous interrompre. Messieurs, je vous donne la parole à Arthur Banga après avoir entendu M. Koulibaly qui nous appelle de Bamako. Pour lui, cette intervention, cette énième intervention rencontre de la CEDEAO, il le perçoit comme une ingérence. M. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, M. Yarasouba. Vous nous appelez de Bamako, on vous écoute. Oui, bonsoir, M. Yarasouba, et bonsoir à vos spécialistes sur le plateau. Je m'appelle Koulibaly Agaï. Je vais juste poser une question à M. Guillaume. Allez-y. Vous savez, moi, je n'ai pas compris. Je voudrais qu'il me donne l'explication qu'il y a eu comme adresse selon la déclaration du président Macron sur la suspension de RFI et de France 24 au Mali. Quand on a demandé le président a dit qu'il va s'entretenir avec le président de la CEDEAO pour voir les sanctions contre le Mali. Et il a dit encore mieux que depuis le printemps 2021, il a fait la même chose. Donc nous, Maliens, nous voyons tout de suite
mais invisible de la France derrière la CEDEAO. Ça, c'est mon premier point de vue. Le second point de vue sur le décès de notre regretté Premier ministre, M. Soumaïla Bouba Maïga, à son âme, c'est que c'est un grand homme politique. Il a eu à occuper beaucoup de postes au Mali, des responsabilités. Moi, de mon point de vue, on doit réfléchir à quoi? Aujourd'hui, les responsables doivent se dire, si on est responsable, on doit faire de telle sorte que le Mali puisse avoir un meilleur plateau. Dans nos structures hospitalières, il faut que nous ayons des bons plateaux pour que chacun puisse mieux soigner au Mali. Mais pas parce que quelqu'un qui est responsable ou qui est riche, qui a de l'argent, il peut aller se soigner ailleurs. Bon, c'est un débat qui est relatif parce que même les pays occidentaux qui ont de bons plateaux techniques, il y a des morts. Donc je pense que ce débat-là, on ne pourra pas finir de le faire. Terminez rapidement, allez-y. Voilà, merci. Je vais juste dire qu'on me donne, comment dirais-je, l'explication sur la déclaration du président français. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, M. Koulibaly de Bamako. Il a interpellé Guillaume Bateau directement. Guillaume, allez-y. Oui, M. Koulibaly, bon, moi, je ne suis pas le porte-parole du président Macron. Merci. Mais sur la question de la suspension de RFI et de France 24, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi, pendant longtemps, j'ai été le secrétaire général du syndicat des professionnels des médias de Côte d'Ivoire. Et vous intervenez très souvent. Donc, je condamne fermement cette suspension de RFI et de France 24. C'est une raison de plus pour moi de détester cette junte parce que finalement, M. Goïta et ses amis ne sont pas aussi démocrates, ne sont pas aussi pour la liberté d'expression tels qu'ils font croire. Maintenant, que dit la déclaration du président Macron? Je pense que vous pouvez envoyer un message au service de l'Élysée et vous répondront. Sur la question du Premier ministre Bouba Maïga, mais moi je suis malheureux qu'un Malien dise que oui, comme il n'y a pas de plateau technique au Mali, M. Maïga peut mourir. C'est ce que vous avez dit. Non. Et je suis triste que vous puissiez le dire. Et vous l'avez reconnu, le M. Maïga. Il a servi son pays à de hautes fonctions. Il ne méritait pas de mourir juste parce qu'il n'est pas d'accord avec M. Goïta. Sur ces deux questions, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je pense que M. Goïta et ses pushistes, même si mon ami Sylvain de Bailly n'aime pas ce mot, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Un voleur, on l'appelle un voleur. Non, M. Goïta est un pushiste et il doit débarrasser le plancher. Arthur Banga. Je vais répondre à deux choses par rapport rapidement. La première chose, et même avec Sylvain, qui est d'ailleurs expert dans la question, donc normalement, ce qu'il dit, ça donne plus d'écho. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? La CEDEAO a agi. Elle a agi. Les premières forces qui sont interposées au Mali, ce sont des forces de la CEDEAO. En campagne. Je suis en train d'intervenir. Franck Stéphane, laissez-le terminer. Allez-y, Arthur. La question que vous avez posée tout de suite, M. Dédi, c'est de dire que la CEDEAO aurait pu dire on contribue. Mais la CEDEAO contribue déjà. Le seul territoire, le seul théâtre sur lequel la Côte d'Ivoire a perdu des hommes, c'est le théâtre malien. Il ne faut pas nier les efforts que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, même en crise, avait des hommes à la CEDEAO. Le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Ces forces qui sont venues intervenir dans le cadre de la CEDEAO, comme en Côte d'Ivoire, sont passées sous mandat onusien. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut modifier le mandat onusien du chapitre 7 au chapitre 8. Parce que là, elles sont là comme force d'interposition, de maintien de la paix et pour surveiller. Et donc, il faut modifier le mandat. Donc, les pays d'Afrique de l'Ouest sont engagés. Le Togo, la Côte d'Ivoire, pour preuve, c'est sur le théâtre malien que la Côte d'Ivoire a perdu des hommes. Preuve de l'engagement fort de la Côte d'Ivoire et de tous les pays de la CEDEAO au sein pour sauver. Maintenant, revenons au calendrier. S'il vous plaît, un peu plus de discipline, s'il vous plaît. C'est parce qu'on écoute ces propositions de Assimi Goïta, mais c'est pour ça qu'on est passé de 12 à 16 mois. Personne ne dit, M. Goïta, si on devait appliquer les tests de la CEDEAO, M. Goïta n'aurait même pas dû s'asseoir. C'est parce que la CEDEAO analyse la situation. Elle voit bien comment M. Goïta a fait son premier coup d'État. Il y a des troupes dans la ville. Donc, on l'accepte, on lui dit, bon, assieds-toi là. Comme malgré tout, il y a un environnement, mais c'est le même message qu'on envoie à Damiba, c'est le même message qu'on envoie à Doumbia. On n'est pas comme des robots, on regarde la situation. Il y a une situation tendue, vous êtes déjà là, ok, on s'accommode, c'est pas bien, mais bon, allez, restez là 18 mois. Pour régler, oui, on fait 18 mois. Au bout des 18 mois, il se lève un matin, il faut 5 ans. On va dire, attention, vous êtes sérieux là? 5 ans, ça passe pas. Non, il faut sécuriser. Ok, on vous aide à sécuriser. Et pour sécuriser, on vous donne un Arthur, on n'a pas le temps de faire l'exégèse de non, je veux préciser pour dire que toutes ces questions de sécurisation, d'efforts de la CEDEAO dans la sécurisation du Mali, sont des questions qui sont prises en compte. Et je rappelle, il faut respecter la mémoire des soldats, comme les soldats ivoiriens, qui sont morts sur le théâtre malien, signe de notre engagement envers ce pays. Très bien, André Couillot. Non, je voudrais qu'on soit plus ou moins sérieux. J'aime bien... M. Dédi le dit très souvent, il faut faire l'expérience des choses. Mais il y a des expériences qui sont obséquieuses.
Il y a des expériences qui ne se font pas. Il y a des expériences qui ne peuvent pas nous ramener Vous faites allusion à quelle expérience précisément? Médiévale. Parce que c'est une époque médiévale de dire parce que celui-ci, dans sa gouvernance, ne peut pas régler un certain nombre de problèmes, par voie de conséquence, j'utilise les armes, je le dégomme et je m'assois là. Non, attendez, on est c'est vous qui parlez de hors-sujet tout à l'heure. C'est vous qui parlez de hors-sujet tout à l'heure. Je dis tout à l'heure, on parle de coup d'État. Pas d'autre chose, il n'y a pas d'hors-sujet. J'ai dit tout à l'heure que M. Dédi nous propose qu'en cas de mauvais fonctionnement d'une gouvernance, il y a la possibilité, là, de pouvoir écouter les aspirations du peuple et donc d'utiliser les moyens qu'on a. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, vous aurez la parole vous pour aurez l'occasion de préciser rectifier par la votre suite. pensée. Je dis une chose qui est certaine. Au niveau de la CEDEAO, nous avons des valeurs. Les sociétés humaines se construisent avec des valeurs. Elles peuvent avoir des difficultés dans leur application, mais ce qui fait la noblesse de l'espèce humaine, c'est de pouvoir travailler et de tenir ces valeurs-là. Au niveau de la CEDEAO, on travaille à ça. On voudrait bien que lorsqu'un peuple se sent être floué par des gouvernants, il ait la possibilité, lors de prochaines élections, de pouvoir le dégager, et ce de manière normale. Ici, ce qui se passe au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé en Guinée sont de mauvais exemples. Et il ne faut pas que ces mauvais exemples-là puissent servir de canevas à d'autres personnes. C'est tout ce que l'on dit. Pour ce qui est des sanctions, quand vous écoutez les communiqués de la junte au pouvoir, même si ce mot-là déplaît, ils nous disent que tout va bien et qu'à ce moment-là, ils tiennent le coup. Au point de vue économique et autant, les populations ne souffrent pas. Dans le cas contraire, ils mentent. Alors ce pouvoir-là ment donc. Attend à la population qu'aux autres personnes. Nous disons qu'il y a la possibilité aujourd'hui de se rendre compte que le curseur a changé. Quelqu'un qui était braqué sur 5 ans est aujourd'hui sur 2 ans. Il faut continuer à mettre la pression. On va descendre de 2 ans à 1 an et 1 an peut-être à 6 mois, qu'importe. Mais il est nécessaire que le seul baromètre que nous avons de civilisation et intelligible, qui consiste à mesurer l'adhésion des peuples à une vision, à un homme, un peu, ce sont les élections. Il n'y a pas autre chose que ça. Merci Landry. Est-ce que je peux repréciser? D'accord. Alors, on a M. Traoré Adama qui nous appelle de Caille au Mali. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Je voulais parler avec Arthur un peu. Il faut dire à Arthur. Oui. Vraiment, il n'a qu'à modérer ses propos. Moi, je suis votre émission tous les dimanches. Très bien. Merci. Arthur, il s'énerve, on dirait que c'est lui le président de la République, de la CEDEAO, je ne sais quoi. Mais venir, M. Traoré. Vraiment, ça va, tout va bien. Les sanctions de la CEDEAO, non, bon, on ne le sait pas. Vous ne le sentez pas? Ici, on ne le sait pas. Moi, je suis un déclarant en douane. D'accord. Donc vous faites partie quand même de la classe moyenne. Ça n'a rien à voir avec le citoyen lambda. Ah, pardon? Vous êtes de la classe moyenne, vous êtes déclarant en douane, donc ça va, comme on le dit dans le jargon ouest-africain, ça va chez vous. Voilà. Oui, mais il faut dire à Arthur de modérer ses propos. D'accord. Arthur Banga vous a bien entendu, il a un beau sourire. En fait, ce que je veux dire, moi, je suis très attaché au Mali. C'est un pays, je prends tellement de plaisir à y aller. J'ai grandi qu'avec des Maliens à l'épée la MECAT. C'est un pays que j'aime. Et je ne veux pas que ce pays sombre. Je pense que ce pays est un pays qui nous a donné des leçons de démocratie avec Alpha Ouma Konaré, des leçons de résistance avec Amadou Toumani Touré qui a renversé la dictature de Moussa Traoré. Vous savez, votre pays est un modèle, était jusque-là un modèle de démocratie. Donc nous voulons que vous continuiez comme ça. Et moi, j'ai tellement d'amour pour votre pays que j'ai mal. Faisons en sorte que le Mali revienne vers la démocratie, que le Mali ne se coupe. Personne ne veut que le Mali se coupe de la CEDEAO, monsieur. Donc nous sommes des Arthur Maliens, Banga, nous M. voulons Traoré, que vous nous avez bien allions compris, certainement. Merci beaucoup, M. Traoré, de nous avoir appelés depuis Caille au Mali. Docteur Sylvain Nguessan, bien sûr, on ne s'est pas suffisamment prononcé sur la question du Burkina et de la Guinée. Ces pays-là, la CEDEAO leur a accordé un ultimatum de mois, notamment pour le Burkina, pour la libération de l'ex-président de la République, Marc-Christian Kaboré. Docteur Sylvain Nguessan. Je suis tout à fait d'accord, il faut libérer maintenant le président Christian Kaboré, c'est tout à fait normal. Combien de mois déjà après le putsch, bon, son clan n'a jamais essayé vraiment de faire grande chose. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'il est une menace véritable pour les nouvelles autorités burkinabées, qui ont demandé d'ailleurs 3 ans pour une transition. Bon, la CEDEAO a ses réalités aujourd'hui. Je vais m'adresser particulièrement à Arthur, qui s'adressait à moi particulièrement tout à l'heure. La mise en place d'une politique de défense alimente des choses. C'est malheureux, un coup d'État. Je me rends compte, quand on prend la question sur le volet purement militaire, celui qui fait le coup d'État, Damiba, lieutenant-colonel, donc au niveau coopératif.
mettre en place une politique de défense, ça demande du temps. Et apparemment, si j'interprète, je ne suis pas conseiller burkinabé, si on regarde leur calendrier de 3 ans, je pense qu'ils ont demandé 6 mois pour mettre en place leur politique de défense, 2 ans pour pouvoir repousser la menace terroriste et 6 mois pour organiser les élections. C'est comme ça que j'interprète. Et malheureusement, ça ressemble très pour très au calendrier malien qui est militaire. Tu vois qu'il y a déjà la connexion. Non, pas forcément. Aujourd'hui, s'il y a des élections au Mali, moi je pense que Goïta et son groupe peuvent... S'il vous plaît. Chacun son lexique. Goïta et son groupe peuvent se mettre en retrait, faire voter une nouvelle constitution comme celle de la Côte d'Ivoire avec Guy Robert, qui leur protège un peu une certaine impunité. Et puis laisser le pouvoir organiser des élections. Le président qui viendra, il va subir la même chose que ce qui s'est passé en 2012. 1 241 000 km² sans engagement fort, il ne peut pas recouvrer l'intégralité de ce territoire. Ce n'est pas possible. Bamako, c'est à peine 267 km². 267 km². Sur les 1 421 000 km². Ça demande un engagement fort pour pouvoir recouvrir ne serait-ce que les 2 tiers. On parle de démocratie, le Mali est un exemple. Le Mali n'a jamais été un exemple. Il y a des questions sur lesquelles les intellectuels n'ont pas choisi de se prononcer. La question Touareg, qui date officiellement de 1958. 90, ils disent qu'ils ne sont pas prononcés. C'est cette question qui revient comme, qui renaît de ses cendres comme un monstre. Il y aura élection demain au Mali. Un président, s'il va gagner. Mali, c'est 267 km². C'est insignifiant. Bamako, c'est 267 km². C'est le plus grand chiffre. Sinon, il y a 3 chiffres. 257, 262, 267. Prenons le plus large. 267 km. Il ne peut pas recouvrir l'intégralité. Les militaires vont aller mourir encore au front. Ils vont se soulever comme Aya Sanogo l'a fait. Ils vont revenir. C'est un cycle perpétuel. Pour une fois, laissons tomber la position de trouvons une solution idoine à la situation malienne, de sorte à ce que l'intégrité territoriale soit recouvrée. Et c'est la même chose pour le Burkina Faso. Pour vous, à cause de sa grande superficie, le cas malien est singulier, il faut le traiter. Si un civil passe, les militaires vont le renvoyer encore dans 18 mois. D'accord, très bien. Stéphane? Oui, moi je suis un peu surpris que dans le propos de Atu, il se satisfait du putsch de ATT, alors qu'il est fondamentalement anti-putsch. Non, c'est en 90, le temps a changé. Non. En 90, il faut avoir une position. D'accord, monsieur, le temps qui nous reste pour terminer cette émission, c'est le premier élément. C'est court, on ne va pas vous permettre de faire... Le deuxième élément, c'est qu'on se satisfait des valeurs de la CEDEAO qui sont de ne pas respecter les décisions de justice, par exemple. L'autre chose, c'est que depuis que la crise malienne a commencé, chaque auditeur qui appelle, qui réside au Mali, visiblement, ils ne sentent pas les sanctions de la CEDEAO qu'ils jugent factices. Et en réalité, comme je le disais tout à l'heure, la CEDEAO a un logiciel qui est dépassé. Je vous assure que dans les semaines à venir, quand ils n'auront pas en griffe gain de cause du Mali et de la Guinée, ils vont déployer les mêmes sanctions inefficaces, inopérantes, et on va être dans un cycle perpétuel de sanctions, de contre-sanctions et tout. On me dit que les sanctions ont rabaissé les prétentions de la junte. Moi, je pense que c'est faux. Avec tout le respect que je vous dois, c'est faux. Parce que la junte, ce qu'elle avait fait, elle a remis les conclusions des assises nationales à la CEDEAO. Non. Elle a rassemblé le peuple malien à travers les assises nationales. Le peuple malien a dit qu'on vous permet une transition entre 6 mois et 5 ans. C'est ce que le peuple malien a dit. Parce que ici, on rappelle qu'il faut porter les aspirations du peuple, ainsi de suite. Le peuple malien a dit qu'il se prononce une transition. S'il vous plaît, ramenons la discipline. Le peuple malien a dit qu'on voudrait entre 6 mois et 5 ans. La junte a fait que transmettre ces conclusions du peuple malien à la CEDEAO. Vous aurez votre temps de parole. En plus, la junte, dans tous ses communiqués, depuis le début, a rappelé sa disposition à la discussion avec les experts de la CEDEAO pour régler les questions de fond et ne pas s'arc-bouter sur la question des élections uniquement. Parce qu'il y a eu des régimes qui ont été démocratiquement élus, avec le dernier, celui de Ibeka. Pourtant, aujourd'hui, malgré cette démocratie-là, voilà la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, je pense qu'il importe de se demander, est-ce que de la façon dont on a fonctionné à travers le temps, ça nous permet d'avoir des résultats pérennes sur le long terme. Il ne s'agit pas d'aller dans 6 mois à des élections. C'est important. Messieurs, non, s'il vous plaît. Vous avez 30 secondes pour répondre rapidement. 30 secondes, pas plus. Je veux dire d'abord, il faut arrêter de dire des contre-vérités. Les assises, d'abord, ce n'est pas le peuple. On ne sait pas comment Goïta a choisi ces gars qui vont passer aux assises. Mais ce n'est pas grave. On suppose même que c'est le peuple. Ils ont proposé de 6 mois à 5 ans. Si c'était ça la volonté de proposer 6 mois à 5 ans, ils devaient accepter les 12 mois là. 12 mois, c'est pas entre 6 mois et 5 ans.
c'est parce qu'ils ont choisi délibérément de faire 5 ans. Et la pression de la CEDEAO a permis de les ramener à 2 ans. Et je suis sûr que cette pression, elle doit aller au prochain sommet du 25 avril. S'il n'y a pas de réponse, elle doit encore augmenter vers des mesures plus sévères pour leur permettre de revenir vers nous. Lesquelles? Non, j'ai confiance à mes chefs d'État, ils vont trouver. Quelles mesures? Terminez, s'il vous plaît. J'embraye en même temps sur... Je vous avais 30 secondes, il vous reste. J'embraye rapidement sur la Guinée et le Burkina. Je trouve que la CEDEAO est assez laxiste même avec ces 2 pays. Voici des gens qui ont fait des putsch pour la Guinée depuis longtemps. Il faut que le 25 avril, si ces 2 pays ne ramènent pas, n'ouvrent pas des négociations avec la CEDEAO pour un calendrier compatible, parce que la CEDEAO analyse bien la situation avant de proposer ses calendriers. Donc un calendrier compatible, il faut que les sanctions soient prises. En tout cas, la CEDEAO doit tout mettre en œuvre pour que sur l'espace CEDEAO, il n'y ait plus de coup d'État, que tous ceux qui vont se rêver de faire un coup d'État se disent que sur cet espace, quand je fais un coup d'État, toutes les institutions internationales se braquent. Très bien. Allez, moi, ce que je ne comprends pas, Dr Sylvain Nguessan dit qu'il faut un engagement fort. La CEDEAO, Arthur a répondu à l'engagement de la CEDEAO avec des armées comme les armées ivoiriennes. Mais voilà des gens qui cherchent un engagement fort et qui chassent la force Barkhane et la force Takuba, tous les pays européens qui sont venus les aider. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent vraiment régler leurs problèmes? Parce que si vous voulez régler un problème, vous avez tous ces partenaires qui sont là depuis des années, qui vous aident à travailler. Vous connaissez le contexte, c'est difficile. Vous dites non, dégagez. Et nous, on va prendre Wagner. Et après, vous dites non, donnez-nous le temps. Mais il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Soit vous avez besoin du soutien, on demande le soutien à la CEDEAO, qui est déjà là. Tu l'as dit, les Africains qui sont là, les Nations Unies qui sont là. Ben, vous leur dites, bon, dégagez. Nous, on va appeler Wagner, mais en même temps, bon, donnez-nous 6 mois, s'il vous plaît. Au moins, on a une demande de vérité. Oui, mais quand vous aurez la parole, quand tu as parlé tout le temps. Vous terminez, Guillaume Bateau, rapidement. Tu n'es pas le détenteur de la vérité. Non, voilà, Guillaume, terminez. Je dis qu'il faut être conséquent. Si on a besoin d'aide pour chasser les terroristes, et puis on chasse ceux qui peuvent nous aider. Alors donc, il faut être conséquent. Alors maintenant, on a dit oui, Arsène dit, tout ce qui appelle du Mali, il dit tout va bien. Mais on sait très bien qu'il y a des Maliens qui sont en prison. On sait pourquoi on coupe RFI et France 24. Pas parce que les gens vraiment sont fâchés. Parce que France 24 et RFI permet un autre son de cloche sur Bamako. Voilà la vérité. Donc, on sait bien que ceux qui appellent sont des pushistes. Ce sont des partisans des pushs, c'est peut-être ceux qui sont allés à ces assises nationales, mais il faut être cohérent. Monsieur, nous sommes bientôt au terme de cette émission.